Bonne semaine à tous, ici Benoît Murray et voici votre infocam de la semaine qui commence maintenant. Un projet très intéressant avec de jeunes étudiants du primaire, avec Obakir également, qui consistait à faire élever quelques truites et ensuite les remettre à la rivière. On va voir ça tout de suite. Bonjour Émile, on est au camp, c'est un camp ici dans le fond, Richelieu? Camp Richelieu, oui, camp Richelieu de la ville de Saint-Pascal, ça appartient à la ville. Et là, on est devant un superbe spot, on va se l'appeler de même. Absolument. Une belle rivière, des arbres partout. Ce matin, il se passait quand même quelque chose d'intéressant avec les jeunes. Vous avez remis des truites à l'eau, c'est ça? Oui, absolument. C'est des petites truites qui ont été élevées une partie de leur vie en classe avec les jeunes. Ils ont pu voir justement différents stades de croissance des truites. Là. Puis nous autres, on fait des présentations à travers ça là, sur l'écologie de l'espèce, sur l'habitat, les différentes manières de garder ces habitats-là en santé. Là. Puis justement, aujourd'hui, on faisait des petits retours sur ce qu'on a vu en classe. Aviez-vous hâte de venir pour la remise à l'eau aujourd'hui? Oui. Non, c'est triste. C'est triste, hein? On va s'ennuyer de nos petits alvins, mais ils vont vivre leur meilleure vie. Eux autres, c'est le début d'une grande aventure pour les alvins. Qu'est-ce qui fait que ce projet-là a apparu dans les classes? Hein? Ah, ben initialement, c'est un projet qui s'appelait Histoire de saumon, qui est chapeauté par la Fédération québécoise du saumon atlantique. Sauf que nous, cette année, on a décidé de faire une alternative avec l'ombre de fontaine, qui est une espèce le plus connue sous le nom de truite mouchetée. Oui. Puis c'est ça, c'était pour des questions d'accessibilité. Là. On a eu de la misère à trouver justement en temps nos saumons atlantiques, mais on a pu pivoter puis justement adapter la présentation pour une autre espèce qui, elle aussi, est très présente sur notre territoire. Là, fait que ça a été super intéressant de justement là, adapter la présentation pour ça. Puis c'est une espèce qui est présente dans la rivière Kamouraska derrière nous. Fait que c'est... Elle est retournée chez elle. Là. Oui, c'est ça, exact. S'il y en a qui s'en souviennent peut-être, sinon je vous le dirai, c'est pas un examen. Mais il y a quelque chose en lien avec la température qui est particulièrement important pour les truites, toutes les espèces de truites. L'eau bouge, ça stimule ça, ce que je recherche, oui. Qu'est-ce que ça fait quand une eau bouge? Il y a plus d'oxygène dedans, exactement. C'est en grosse partie pour ça que les truites sont super sensibles à la température, parce que plus l'eau est chaude, moins il peut y avoir d'oxygène dissous dedans. Est-ce que vous avez une idée du pourcentage de ce qui reste en vie après que c'est remis en rivière? Ou c'est difficile? C'est difficile à dire pour des truites qui étaient en captivité comme ça. Je voudrais pas m'avancer, là. Faudrait que je guesse un petit peu, là, mais c'est sûr que c'est relativement faible. Ouais. C'est des espèces qui pondent une quantité très, très grande d'œufs, puis qui les laissent, qui les abandonnent, si on veut. Là. Puis en nature, il n'y en a pas beaucoup qui survivent, donc dans un cas comme ça, non plus, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des grands taux de survie. C'est pas... L'activité n'a pas pour but de comment dire... On revitalise pas la rivière. Non, c'est ça. On revitalise pas la population. L'activité a vraiment pour but d'éduquer, puis de sensibiliser, puis de créer un rapport là, entre les jeunes puis cette espèce-là, puis surtout l'écosystème comme tel. Là, ouais. Moi, j'ai réfléchi avant de décider si on les mettait ici ou plus là-bas. Puis je me suis dit justement que ici c'était un bon endroit parce que le courant est quand même fort, mais surtout parce qu'il y a plusieurs petites zones qui leur permettent de se reposer, comme entre les roches, tout ça, vu qu'il y a vraiment des gros blocs.
C'est ça, parce qu'il y a plusieurs zones de repos, fait que ça va les forcer à justement comprendre que leur nouvel environnement il est dynamique. Elles peuvent pas juste se laisser flotter là, comme dans leurs années, leur temps dans l'aquarium. Ça répond quand même bien. Est-ce que vous avez ce genre de choses-là dans plusieurs écoles? Oui, bien, histoire de... Là, c'est ça. Avant, c'était histoire de saumon. Là, on a décidé d'appeler ça histoire de salmonidés pour inclure les deux espèces. D'accord. Fait qu'avec les Ombres de Fontaine, on a fait 2 écoles cette année, puis on avait une école qui était inscrite là, pour histoire de saumon. Okay. Fait qu'il y a 3 écoles au total. Ouais. Donc, si une école entend ça puis ils veulent faire partie de la gang, ils peuvent vous rejoindre. Ils peuvent nous contacter. C'est sûr que pour histoire de saumon, il faut s'y prendre plus d'avance. Mais pour ce qui est des Ombres de Fontaine, oui, s'il y a des écoles qui seraient intéressées, contactez-nous, puis on va voir ce qui est possible de faire là, selon nos effectifs, là, puis selon ce qu'on peut fournir. On a comme une roche là, qui est facile. On peut se la mettre en petit bonhomme sur la roche puis avoir les mains dans l'eau. Il n'y a vraiment pas de stress là. Mais c'est sûr que si vous avez pas à glisser et de mettre un pied dans l'eau, c'est le moment de mettre vos bouteilles. Donc, pour des événements comme ça, j'imagine que ça prend des sous, ça prend des gens pour aider. Est-ce qu'on a des remerciements à faire? Absolument. Bien, tout d'abord, je voudrais dire merci à la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs pour le soutien financier là, qui permet de mener à terme ce projet-là. Merci aussi à la Fédération québécoise du saumon atlantique pour leur soutien là, pour le volet plus saumon, évidemment. Puis merci aussi à la Ville de Saint-Pascal pour l'accès au site. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment un superbe endroit là, pour ce genre d'activité-là. Donc, on est super reconnaissants. Là. La Ville de Lapocatière veut maintenant faire peau neuve et être officiellement une ville étudiante. Nouveau logo, beaucoup de gens qui viennent faire une conférence de presse. Voici un petit résumé de tout ce qui s'est passé. Bonjour, bienvenue à cette conférence de presse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Louise Lacourcière, conseillère aux communications à la Ville de Lapocatière. C'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous ce matin pour vous présenter cette belle démarche qu'on travaille avec des partenaires impliqués dans notre milieu, et ça depuis avant Noël, depuis quelques mois. Donc, c'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue dans notre bel Institut agroalimentaire du Québec, dans notre magnifique cour intérieure, en une aussi belle journée. Donc, on est très, très heureux que la température soit avec nous. On est ravis de vous accueillir pour l'occasion du lancement de l'initiative LAPOC Ville étudiante. Ce moment est porteur de sens et d'avenir à l'image du territoire qui nous accueille depuis plus de 160 ans. En effet, vous vous trouvez aujourd'hui dans le berceau de la formation en agroalimentaire au Québec et au Canada. C'est ici même, à Lapocatière, que fut fondée en 1859 la première école d'agriculture au Canada et la deuxième en Amérique du Nord. Et depuis sa fondation, notre campus est enraciné dans des terres fertiles du Bas-Saint-Laurent, au rythme des saisons, des savoirs et des innovations. Ce lieu emblématique a formé des générations de professionnels passionnés qui ont contribué à façonner le visage de notre agriculture, de notre alimentation et de nos régions. Notre filière équine, d'ailleurs unique au Québec, témoigne de cette volonté d'innover, de s'adapter et d'offrir une formation de pointe ancrée dans les besoins du milieu. Aujourd'hui, nous écrivons une nouvelle page de notre histoire. Le projet Lapocatière Ville étudiante, ce n'est pas qu'une initiative, c'est un engagement. Celui de renforcer notre présence dans notre communauté, de contribuer activement à la vitalité de notre ville et d'attirer une nouvelle génération en région, porté par le désir d'apprendre, de s'impliquer et de s'épanouir. C'est quand même un moment important pour notre communauté collégiale, pour nous au Cégep ainsi qu'à l'ITAC. D'ailleurs, merci de nous accueillir, Karine, aujourd'hui à l'ITAC. Elle résulte, cette démarche-là, vous savez, d'une démarche concertée, consultative et collective entre le Cégep, l'ITAC et Développement économique Lapocatière. Nous sommes tous unis par un même objectif, celui de mieux répondre aux besoins de notre population étudiante et de renforcer tout le côté attractif que nous avons comme milieu auprès des étudiants qui viennent étudier dans nos institutions, et également pour ceux qui sont déjà dans nos régions, dans notre région, et qu'on veut permettre de poursuivre leurs études, leur donner le goût de rester ici pour faire leurs études collégiales lorsque c'est possible. Ça prend une communauté
qui se mobilisent pour rendre l'expérience de l'étudiant vraiment intéressante. Et cet aspect-là, c'est ce que crée l'Apocatière Ville étudiante. Elle est débutée depuis quelques années, je dirais, mais elle prend forme d'une façon aujourd'hui beaucoup plus officielle, ancrée et structurée et organisée qu'auparavant. La Ville de l'Apocatière est très heureuse de participer au lancement de cette démarche porteuse d'avenir. La tradition d'enseignement de la Ville n'est plus à faire. Berceau de la première école d'agriculture au Canada fondée en 1859, celle-ci est devenue, en 1940, la faculté d'agriculture de l'Université Laval. Aujourd'hui, la présence de l'ITAC Campus de l'Apocatière confirme cette longue tradition d'enseignement agricole à l'Apocatière. Le cégep, tant qu'à lui, de l'Apocatière s'ajoute à la fin des années 60 et son dynamisme et sa vision se traduisent, entre autres, par une offre de services étoffée, tant en présence qu'en virtuel. Ces deux institutions, bien ancrées dans notre milieu, permettent à la Ville de rayonner au niveau local, régional et national. Grâce à ses partenaires, la Ville de l'Apocatière est toujours un lieu de savoir et de recherche. Et elle est sans doute une des plus petites villes à compter 2 établissements d'enseignement postsecondaire. C'est pas sans doute, là, c'est ça. En plus de 3 centres collégiaux de transfert technologique qui sont rattachés au cégep ou à l'ITAC. C'est donc tout naturellement que la Ville a souhaité travailler sur l'attractivité et la rétention des étudiants qui choisissent la Ville de l'Apocatière comme milieu d'études. Vous savez, les étudiants, c'est comme aussi une clientèle touristique qui est présente avec nous pendant plus de 9 mois. C'est quand même intéressant de bien les accueillir, de leur faire bien vivre le milieu. La clientèle étudiante représente une superbe opportunité pour la Ville puisque c'est plus de 1000 étudiants qui viennent grossir les rangs des 4200 citoyens. Celle-ci représente un réel moteur de développement pour notre communauté puisque ces jeunes vivent ici, consomment ici et travaillent ici. L'initiative qu'on vous présente ici ce matin, c'est le fruit d'une volonté commune qui a été initiée d'abord par la Ville d'Elbe et à laquelle se sont greffés avec enthousiasme nos établissements d'enseignement. Cette volonté d'aller plus loin, de franchir un nouveau pas pour renforcer le positionnement de l'Apocatière comme ville étudiante qui vibre au rythme de cette jeunesse étudiante avec ses rêves et ses ambitions. Il fait de l'Apocatière un milieu exceptionnel, un milieu particulier où il fait bon vivre, où c'est cool. On reconnaît beaucoup l'Apocatière à ses attributs. Mais on va aller plus loin. Steve en a parlé. Il y a déjà des actions qui ont été amorcées. À Développement économique, l'Apocatière, on travaillait pour mieux faire connaître notre milieu avec toutes sortes d'activités, mais on est dans une démarche beaucoup plus structurée où concrètement, on a uni nos forces pour arriver avec une planification stratégique qui se décline sur 3 ans. Donc, on veut aller plus loin pour faire en sorte que les jeunes viennent ici pour étudier, certes, améliorer nos efforts d'attractivité en travaillant conjointement, ensemble, et où ils peuvent trouver un environnement d'études, certes, mais aussi un environnement pour s'y établir, s'épanouir sur le plan professionnel, personnel, etc. Alors, le plan d'action, je n'irai pas en détail, mais permettrait de faire un survol de ce qui est prévu. Donc, ça se décline sur 3 ans. Évidemment, qui dit vie étudiante, dit animation culturelle, festivités, musée. C'est un élément fort. On le voit d'ailleurs dans d'autres villes, au Québec et partout dans le monde. Donc, on souhaite bonifier la programmation d'événements rassemblables. L'un des objectifs de ça, c'est raffermir aussi les liens, et c'est un des objectifs de la démarche, raffermir les liens entre la communauté étudiante, certes, mais aussi la population de l'Apocatière, de la région, qui accueille nos étudiants. Et ça va débuter en grand, le 28 août, avec le Festi Campus. Alors, on nous dit de sortir nos chapeaux et bottes de cow-boy. On aura bien du plaisir. Alors, le dévoilement officiel de l'APOC, Ville étudiante.
L'artiste peintre de la région, Karine Verpillot, est présentement en exposition à la Mosaïque, la bibliothèque de l'Apocatière. Donc, je suis allé la rencontrer pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut y retrouver. Karine, qu'est-ce qu'on va voir sur les murs cet été? Alors, on va voir du 25 juin au 20 août mon exposition, ma première exposition solo. Okay. Alors, je suis vraiment fière de ça, fébrile, en tout cas toutes les émotions possibles. Et en fait, cette exposition-là, ça s'appelle Carnet de voyage. Alors, c'est un voyage que j'ai fait pendant 17 jours dans l'océan Indien. Oh. Et puis, donc, j'ai pris peinture, inspiration, créativité. En étant là-bas, j'ai apporté aussi des pages de contes de livres que j'ai revalorisé, revisité avec aussi de l'acrylique et des poèmes qui m'ont été inspirés par le moment présent là-bas. OK. Donc, finalement, c'est un peu comme une page d'histoire, si je comprends bien. Exact, c'est ça. C'est vraiment le jeu de mots carnet de voyage. C'est mon premier carnet de voyage et puis il y en aura d'autres. Alors, c'est une belle façon de partir le voyage, si on peut dire, avec les couleurs, l'inspiration de l'océan Indien, le bleu, la nature, parce que ça, c'est toujours quelque chose qui me permet de créer et puis de m'inspirer à tous les niveaux. C'est un peu un mentor, en fait, la nature. Et donc, c'est ça. Ça va être vraiment un voyage intérieur, extérieur, que moi, j'ai vécu. Et j'espère que les gens qui vont venir à l'exposition vont pouvoir aussi repartir avec des bagages lourds dans le cœur, mais des bons bagages d'inspiration, peut-être de se retrouver aussi dans ce qui va être véhiculé, autant dans les poèmes que dans les toiles, en fait. Ouais. Oui, c'est ça, parce qu'il y a des petits textes aussi qui accompagnent ça. Oui, tout à fait. Alors, il y a à la fois de la poésie, mais aussi... comme c'est pas un journal intime, mais comme un journal de ce qui est sorti au moment où je créais l'étoile aussi. Alors, ça va être... c'est un beau voyage. Moi, ça m'a vraiment inspirée. Et puis, je suis revenue avec beaucoup d'humilité, de ressenti, de joie, puis ça m'a amené ailleurs aussi. Alors, il y a beaucoup de soleil dans cette exposition-là, ouais. Et là, qui dit exposition dit généralement possibilité d'achat de toiles? Oui, tout à fait. Et puis, ce qui est pour moi incroyable, merveilleux, c'est que j'ai déjà une toile de vendue. Alors ça, pour moi, c'est déjà... ça me fait plaisir, puis c'est inspirant aussi. Alors oui, on va pouvoir acheter les toiles. Elles sont toutes accessibles. Pour moi, l'art, il faut que ce soit accessible à tous les niveaux. Donc oui, vous allez pouvoir acheter les toiles qui se trouvent ici. Et quand on fait une création qui vient de quelque chose d'aussi personnel, de quelque chose de vécu, en vendre une dans l'expo, je sais, tu me dis c'est très agréable et tout ça, mais ça fait-tu un petit quelque chose? Est-ce qu'on a de la misère à s'en débarrasser? Toujours. On dirait que à chaque fois que je fais des toiles, je dis « Ah, c'est celle-là ma préférée. Ah, c'est celle-là. » Puis finalement, oui, c'est vrai que quand on les vend, il y a toujours un petit pincement au cœur, mais en même temps, une grande fierté, et puis de ce que ça va générer pour une autre personne. Parce que c'est ça, dans ces toiles-là, il y a toujours une partie de moi, puis j'espère que c'est une bonne partie, en tout cas, je le souhaite et je pense, mais une partie de soi qui part dans un autre endroit et puis qui va créer des bonnes ondes, ou en tout cas ce qui doit. C'est parfait, là. Ouais. L'organisme Le Fil Rouge a maintenant tout ce qu'il faut au niveau numérique pour faire une petite balade dans notre passé et retrouver peut-être même les membres de notre famille et des terres de notre famille. Donc bref, c'est quelque chose de très intéressant et peut-être pas assez connu. On en parle maintenant. Parlons des circuits. Donc le circuit Fil Rouge de base, lui, il est là, il est toujours là. Ça fait un petit bout qu'il est là. Pour ceux qui le comprennent peut-être pas bien, qu'est-ce qu'on y fait? Alors, donc, le circuit Fil Rouge, c'est vraiment ce qu'on a fait au tout début. C'est comme ça, d'ailleurs, que l'organisme s'est créé. C'est 2 municipalités qui ont décidé de se mettre ensemble, de mettre en valeur ce qui les caractérisait, ce qui les singularisait dans l'environnement.
Et qu'est-ce qu'elles voulaient montrer de leur village quand les gens passaient, quand les promeneurs, les touristes, peu importe, même les gens de la place qui venaient d'arriver. Et donc, ces deux municipalités-là, ce sont Saint-Pacôme d'abord et ensuite Rivière-Ouelle qui se sont mis ensemble en 2015, puis on a créé des circuits fil rouge. Alors, ce sont des stations, des marqueurs physiques là, qu'on peut voir, des panneaux, mais qui ont toutes la même signature graphique, soit des tables ou des panneaux verticaux, et qui nous parlent de quelque chose de particulier qu'on ne pourra pas voir ailleurs. Là. Oui. Par exemple, je ne sais pas moi, à Rivière-Ouelle, on peut parler de la pêche à l'anguille, on peut en voir ailleurs, mais je veux dire, c'est quelque chose qui caractérise le lieu, la chapelle du quai. Ici, à Saint-Pacôme, on a le moulin, on a la deuxième femme médecin du Québec, Mathilde Massé. On a Jack Kerouac qui a des liens avec Saint-Pacôme par sa famille, là, des liens familiaux. Alors, l'idée, c'est ça, c'était de dire ici, voilà ce que nous, on a de particulier qu'on veut montrer. Là, ce que je comprends en plus, c'est qu'il y a un nouveau circuit qui existe maintenant qui, lui, flirte avec le digital, l'informatique, versus le concret sur place. Je pense que malheureusement, les gens ne le savent pas assez. Moi, j'ai été le premier surpris à voir ça, mais c'est vraiment très complet, là. C'est complet, puis effectivement, la promotion est un défi, là. On fait tout ce qu'on pense qu'on peut faire, mais bon, on se rend compte que c'est un projet qui demande peut-être un peu plus d'efforts ou d'appui promotionnel. En tout cas, force est de constater quand même que ça fonctionne bien. Oui. Mais en fait, c'est le circuit passeur. C'est passeur de mémoire. Disons, passeur de mémoire, c'est un grand chapeau à l'intérieur de Parcours Fil Rouge. Oui. C'est un chapeau qui regroupe des circuits virtuels, dont je reparlerai peut-être tout à l'heure, un livre, des marqueurs famille et même un mémorial là, qui peut s'installer dans un cimetière et qui nous fait découvrir qui sont les personnes qui sont... qui ont été importantes, qui ont passé par là. Exactement. Donc, quelles personnes on peut trouver, en fait, quels sont les défunts là, qui sont dans ce cimetière-là. Oui, parce que il y a aussi, comme vous disiez, la partie famille. Moi, je trouve ça super intéressant pour un peu monsieur, madame, tout le monde. Si on va sur le site, sur l'application, qu'on décide d'installer cette application-là, on peut retrouver les gens de notre arbre généalogique, où est-ce qu'ils étaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, si je comprends bien. Oui, alors l'idée, c'était parce que dans les circuits fil rouge, on se rendait compte qu'il y avait des familles qui revenaient là, dans plusieurs contenus. Par exemple, Mathilde Massé était liée au Lebel, les Hudon, etc., etc. Donc, les Casgrain, évidemment, il y a les Lévesque, ça c'est certain, les Pelletier sont des grandes familles ici dans le Kamouraska. Donc, on cherchait une façon de poursuivre l'aventure des circuits fil rouge à travers un produit peut-être plus enraciné, plus ancré dans l'histoire du lieu. Et c'est comme ça qu'on a développé le projet avec le Cégep de l'Apocatière, avec les finissants du Cégep, qui ont créé le premier site web Passeur de mémoire. Et là, on a vu tout un monde s'ouvrir, là. On a installé 24 circuits, on a créé 24 circuits. Ils ont été mis en ligne sur cette plateforme-là. Et l'idée, c'est d'amener les gens à faire, par exemple, disons qu'on parle des Lévesque. Oui. Donc, vous achetez le circuit Lévesque qui coûte 15 $, ils coûtent tous le même prix. Et là, vous partez avec votre téléphone intelligent ou votre tablette et qui vous permet la géolocalisation. Donc, vous partez faire un trajet qui vous conduit sur une dizaine de lieux, vers une dizaine de lieux physiques qui sont associés à l'histoire des premiers Lévesque qui se sont établis au Kamouraska. Alors, en gros, c'est ça la proposition. Donc, ça peut être la terre, la première terre des Lévesque. Ça peut être, je ne sais pas moi, s'il était meunier, donc le moulin des Lévesque. Ça peut être l'école bâtie par un Lévesque et d'autres. Ça peut être le cimetière. C'est le cimetière. Oui. Puis en plus, étant donné que les années passent, bien forcément, les gens, des fois, peuvent arriver en face d'un champ parce qu'il n'y a plus rien là. Exact. Alors, ça peut être un peu déroutant. D'ailleurs, on est en train de travailler là-dessus parce qu'on a beau dire, là, la géolocalisation vous amène à un point X, puis vous êtes vraiment devant la terre occupée par les Lévesque
tout début de la colonie. Là, tu fais comme, mais je suis vraiment là, même s'ils me disent que je suis là. Ouais. Donc là, on va avoir des petits panonceaux qui vont vous dire, avec le logo Passeurs de mémoire, qui vont vous dire, ici, il y a une station Passeurs de C'est mémoire. bel et bien là. Mais en gros, ce qu'on comprend, c'est que les gens, s'ils veulent, pour les gens du coin, s'ils veulent redécouvrir peut-être les familles, leur famille, s'ils veulent redécouvrir leur environnement sous un autre angle, c'est des belles façons de se balader, d'apprendre sur l'histoire locale. Puis en espérant aussi que les touristes le comprennent. Parce que je pense que c'est une belle façon de pour découvrir eux, même, le coin. on a traduit les contenus des circuits Oui, français, en anglais. Oui. Donc, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs personnes qui sont parties du Kamouraska et d'ailleurs au Québec, mais qui sont parties s'établir aux États-Unis là, au début du 20e siècle. Mhm. Alors, ces gens-là reviennent ici souvent. Puis quand ils reviennent, ils cherchent des signes tangibles de la présence de leurs ancêtres. Et Oui. ça, c'est une façon de les aider, si on veut, à faire ce périple dans leur propre histoire, là. Mais donc, encore là, c'est un défi de promotion pour nous. Mais plus les gens vont en parler, plus les gens vont s'y intéresser, plus ça va fonctionner, puis plus on va pouvoir attirer d'autres régions. Parce qu'actuellement, on a 24 circuits au Kamouraska, Mhm. donc 24 familles. Oui. Et on a la même chose dans Charlevoix, 24 familles, 24 circuits. Oui, j'avoue que ça pourrait quadriller de façon intéressante le Québec Ouais, si là, les oui. gens embarquent. Je ne pense pas de voir ça de mon vivant, mais en tout cas, Mais- certainement s'élargir, là, oui. Oui. C'est un des objectifs qu'on a. Mais c'est quand même un assez gros projet parce Oui. qu'il faut développer, s'assurer de... bon, les contenus sont là, les sociétés d'archives, tout ça, connaissent l'histoire Oui. de leur famille et de leur région. Mais là, il suffit d'en faire des circuits géographiquement intéressants, là, dans Mhm. un ordre qui est praticable et d'organiser le contenu pour qu'il puisse être mis en ligne sur notre plateforme. En espérant que vous ayez apprécié cette nouvelle mouture d'Infocam, de notre côté, c'était le dernier épisode de cet été. Donc, on se revoit au début de l'automne pour plus de nouvelles locales. C'était Benoît Meuret et je vous souhaite une belle été. Bye bye.